Merci de rester avec nous, nous, Hamzat Boukari Yabara, historien, docteur à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous poursuivons notre série consacrée aux grands panafricains. Alors nous avons parlé de personnalités venant du continent américain, des Antilles, place à présent au continent africain. Alors avant d'aborder les grands noms du panafricanisme que sont Nkrumah, Thomas Sankara, revenons tout d'abord à l'Éthiopie. Nous avons parlé d'un souverain, d'un empereur, Ménélik II, et de sa résistance face aux tentatives d'invasion italienne, et notamment cette fameuse bataille d'Adwa en 1896. Hamzat Boukari Yabara, est-ce que pour vous, Ménélik II est un panafricain déjà avant l'heure? Alors, je dirais que Ménélik II est un résistant anticolonialiste, un résistant africain de la même trempe que Samori Touré, Béhanzin ou bien d'autres, sauf que lui avait les moyens, je dirais, de sa politique de résistance. Il a permis de sauvegarder l'indépendance de l'Éthiopie. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que une nation indépendante mais toute seule au milieu de tout un continent colonisé est réellement indépendante? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque lorsque, par exemple, le Ghana de Nkrumah devient indépendant, Nkrumah explique que le Ghana ne sera indépendant que quand finalement toute l'Afrique aura été libérée et unifiée. Donc je pense que c'est un élément qui nuance en fait le concept d'indépendance même. On ne peut pas être réellement indépendant quand tous nos voisins sont colonisés ou quand tous nos voisins sont des puissances coloniales. Et donc ça, c'est quelque chose qui à la fois nuance ce qu'on entend par l'indépendance de l'Éthiopie, mais qui en même temps montre à quel point ça a été quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel que dans toute cette Afrique sous domination coloniale, il y ait un espace central qui ressemble presque à l'emplacement du cœur du continent africain, qui soit resté indépendant, qui a maintenu également sa culture, son histoire, sa langue, l'amharique, oui, et qui soit resté debout jusqu'à présent et qui incarne en fait cette continuité historique de l'Afrique indépendante. Donc Ménélik II a permis cet élément-là. Je pense que s'il avait été vaincu à Adwa, nous serions tous très honteux, mais il participe finalement d'une fierté oui, que l'on ne peut nous enlever, à savoir qu'il y a un territoire qui a résisté, il y a un territoire qui a infligé une défaite cinglante au colonialisme, et c'est l'Éthiopie de Ménélik II. Le règne de Ménélik II est essentiellement marqué par une politique de modernisation intérieure et d'extension territoriale de l'Empire éthiopien, donnant au pays sa forme contemporaine. Alors, quelle était sa vision des relations de son pays, par exemple, avec le reste du continent? Bon, le règne de Ménélik II, il va grosso modo de 1889 à 1913, quand il décède. Donc, quand il accède au trône, le continent africain est déjà en proie en fait à la domination et au partage colonial. Donc, il n'est pas réellement en capacité, je dirais, de peser sur les équilibres internationaux africains. L'Éthiopie, bien évidemment, n'est pas du tout invitée à la conférence de Berlin. Elle est considérée comme une part du gâteau que les puissances coloniales vont se partager. Sauf que, il y a un hic. L'Éthiopie est un os que le colonialisme n'arrive pas à croquer. Donc, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je pense quand même à souligner, c'est le fait que l'Éthiopie a toujours eu des relations interafricaines et internationales qui dataient d'avant l'époque même de la période coloniale. Et donc c'est, je dirais, un territoire qui a toujours été ouvert, qui a toujours géré ses différents partenaires. Et je pense que Ménélik II va d'une certaine manière incarner quelque part la voix de l'Afrique, même si dans ce contexte de la période de 1889 à 1913, la priorité, surtout après la bataille d'Adwa, c'est de renforcer son empire, parce qu'il se doute bien que les Italiens sont venus une fois, il les a vaincus, mais il leur a cédé l'Érythrée. Ils sont venus une deuxième fois, une défaite cinglante à Adwa, donc il se doute bien qu'il y aura une troisième fois. Donc le plus important, c'est de sécuriser son empire, de le militariser, de moderniser son armée, d'acheter des avions, etc., et de développer également sa diplomatie à l'échelle internationale. Alors, un autre souverain éthiopien va lui œuvrer au développement du panafricanisme, c'est l'empereur Haïlé Sélassié. Il va œuvrer au développement d'une organisation panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et de son rôle? Oui, alors son couronnement en 1930 sous le nom donc Rastafari, qui devient Haïlé Sélassié, donc naissance du mouvement Rastafari. Oui.
Quelques années plus tard, donc 1934-35, donc l'Italie de Mussolini est en train de réarmer, de se remilitariser, et va briser en fait un traité de paix qui avait été signé avec l'Éthiopie pour attaquer l'Éthiopie en bombardant des civils. Donc Haïlé Sélassié va se rendre à la Société des Nations à Genève en faisant des discours, en expliquant que si le monde ne fait rien par rapport à ce que l'Italie fait en Éthiopie, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait plus grave dans les années à venir. Donc il avait déjà prédit la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, dans l'historiographie panafricaine, la Seconde Guerre mondiale commence en fait avec la guerre d'Éthiopie, non pas en 39-40. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1935, donc les Rastafari, ou en tout cas tous les disciples de Garvey, vont se mobiliser autour de l'Éthiopie agressée par l'Italie de Mussolini et vont mettre en place des comités de soutien à l'Éthiopie qui vont permettre de relancer le mouvement panafricain qui s'était interrompu en 1927. Et donc, ils vont le relancer depuis Londres, depuis les États-Unis, depuis aussi des villes et des capitales africaines sous domination coloniale, jusqu'à être prêts à monter une armée pour aller libérer l'Éthiopie de l'occupation italienne. Donc, ce sont les Britanniques qui vont partir faire le travail, donc avec également donc les armées coloniales. Et donc, Haïlé Sélassié retourne dans son palais d'Addis Abeba. Et quelques années plus tard, il va décider d'allouer des terres aux afro-descendants qui, pour les remercier de s'être engagés pour aider à la libération de l'Éthiopie sous l'occupation italienne. Parmi les organisations qui avaient été mises en place, il y avait notamment une organisation qui s'appelait la Fédération mondiale éthiopienne, Ethiopian World Federation, qui s'occupait par exemple de collecter des médicaments, des vêtements, des chaussures, etc., qui est envoyé aux civils éthiopiens. Ce qui montre qu'il existait déjà, par exemple, un humanitaire panafricaniste qui avait rien à voir avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Donc les militants panafricains s'organisaient déjà à cette échelle-là. Et donc, Haïlé Sélassié, pour les remercier, leur donne des terres dans une commune qui s'appelle Chachemene, dans laquelle des Rastas notamment vont venir s'installer, des Caribéens vont venir s'installer. Donc il y aura toute une histoire du retour des afro-descendants en Éthiopie à partir des terres données par Haïlé Sélassié dans les années 50. Ouais. Début des années 60, on arrive effectivement donc à la période des indépendances où l'Éthiopie, qui a toujours été indépendante, dispose de la diplomatie la plus rodée finalement aux instances internationales. Et donc l'Éthiopie va être souvent mise en avant pour parler au nom de l'Afrique. D'accord. Et donc lors des années des indépendances, on voit deux groupes apparaître, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Et l'Éthiopie, en 1963, va organiser une conférence qui au départ était la conférence du groupe de Monrovia, en réussissant à inviter des pays du groupe adverse, le groupe de Casablanca. Donc l'Éthiopie, à travers la figure d'Haïlé Sélassié, va réunir en fait tous les enfants divisés du continent africain à Addis Abeba, à l'occasion d'une conférence qui va donner naissance effectivement à l'organisation de l'unité africaine. Donc Haïlé Sélassié va en fait utiliser son prestige, son aura, le fait qu'il était beaucoup plus âgé que les dirigeants de l'époque, Nkrumah, etc., tout ça, pour imposer finalement la mise en place d'une organisation de l'unité africaine qui passait un peu au-dessus des nombreuses conflictualités qui existaient en interne. D'accord. Donc l'organisation de l'unité africaine est fondée en 1963 et elle s'établit à Addis Abeba, son siège. Et sur le plan idéologique, Haïlé Sélassié se rapproche des non-alignés pendant ce qu'on appelle la guerre froide. Participant même à la conférence de Bandung de 1955. Là aussi, c'est vraiment un cheminement de la pensée panafricaniste pour lui, selon vous? Pas tout à fait. Disons qu'il y a deux pays en Afrique qui ont une diplomatie très particulière. Il y a l'Égypte et l'Éthiopie, c'est-à-dire deux pays qui ont une diplomatie africaine, panafricaine, mais une diplomatie beaucoup plus globale qui rentre vraiment dans le champ des rapports de force internationaux. Et dans le cas de l'Éthiopie a toujours essayé d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. D'accord. Voilà, d'être vraiment en bon terme avec tout le monde. Et dans le cas de la conférence de Bandung, le discours qui avait été fait par les représentants, les délégués éthiopiens, c'était un discours classique. C'est-à-dire, on adhère au principe de la Charte des Nations Unies, on demande la fin du colonialisme. Voilà, c'était vraiment le discours classique attendu de la part de l'Éthiopie. Il n'y avait pas une dimension plus révolutionnaire que ça en tant que tel. C'est plus la Gold Coast, donc le Ghana de l'époque déjà présent, qui va vraiment prendre l'étendard de la révolution panafricaine à ce moment-là. L'Éthiopie est toujours essaie de garder une forme de neutralité, du fait également de sa position. Ce n'est pas pour rien que le siège de l'Union africaine est là-bas et cela impose nécessairement à l'Éthiopie de savoir jouer sur les différents équilibres comme elle le fera pendant la guerre froide entre Moscou et Washington.
Merci à Hamzat Boukari Yabara. Vous êtes l'auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte.